Dans cette vidéo, on va voir 40 astuces qui ont littéralement transformé mon parcours en MAO. Je m'appelle Julien, je produis des musiques en home studio depuis 2003 et depuis 2016, j'ai aidé des milliers de musiciens à faire pareil et à être fiers de leur musique. Mais au début, j'ai connu quand même pas mal de galères et je sais à quel point ça peut être un véritable casse-tête de produire ces musiques seul. On se sent souvent noyé par tout ce qui est technique, outils, organisation et avec en plus toujours cette éternelle frustration de ne pas arriver à faire sortir les sons qu'on a dans la tête. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de t'aider à surmonter ces obstacles avec un contenu hyper complet et riche en astuces. Elle va être classée en 3 grandes parties: s'organiser, créer et finaliser, et on va voir tout le spectre de la production musicale. Avant de démarrer, je t'invite à télécharger un PDF gratuit juste en dessous de la vidéo. On parle de matos, de logiciels et des 4 outils principaux de mixage. C'est hyper important d'être bien organisé, surtout quand tu travailles seul en home studio, et ici on va voir une douzaine, une quinzaine d'astuces, dont tu vas voir qu'il y a 4 ou 5 astuces qui sont vraiment essentielles à retenir. Donc première astuce, quand l'inspiration te frappe, ne rentre pas trop dans les détails. Par exemple, si tu es en train de composer avec un piano et que tout d'un coup tu te dis ce truc là, ça serait bien qu'il soit joué par des violons, ben tu le notes sur un carnet juste à côté et tu continues. Donc comme ça va te permettre de capturer, d'extraire le maximum de jus de ce moment créatif là, de ce moment d'inspiration. Il n'y en a pas souvent, donc il faut en profiter. Et alors ça c'est une de mes astuces favorites pour vraiment gagner du temps et aller plus vite, parce que travailler à la souris, bien, il faut que tu trouves quoi cliquer, il faut que tu ouvres les menus, il faut que tu parcours tout l'écran, alors qu'avec le clavier, boum boum, tu fais une combinaison de touches et c'est parti quoi. Découper mon sample, ici le dupliquer, et tout ça c'est juste avec des raccourcis clavier. Quand tu fais un clic droit, ici, bien tu as tous les raccourcis clavier. Moi, ce que je te conseille, c'est vraiment d'apprendre les 10-15 raccourcis clavier qui reviennent tout le temps. Tu les placardes quelque part là sur ton mur. Ça va te permettre d'être en mode réflexe, parce que tu vois, une fois que tu vas les connaître, tu vas plus réfléchir, les découpes, les machins, tout ça, ça va hyper vite, et comme ça, tu vas devenir une véritable machine à créer. Ça aussi c'est une astuce qui m'a beaucoup aidé, c'est le fait de se mettre des deadlines. Si tu commences ta musique ici, pouf, il faut que tu aies un moment où tu te dis, ben là c'est bon, j'arrête totalement de faire ma musique. Tu vois, c'est un peu comme à l'école, si tu avais un mois pour apprendre un poème, généralement la plupart on apprenait le poème la dernière semaine, voire le dernier week-end, tu vois. Donc c'est ça, c'est plus tu te laisses de temps pour faire le truc, et plus tu vas prendre de temps pour faire le truc. Donc mets-toi une deadline infranchissable, tu vois, et assez proche, par exemple dans 1 ou 2 semaines, tu vois. Et le truc magique qui s'opère avec ça, c'est que tu vas arrêter de te laisser distraire et tu vas filer droit. La recherche de samples, pour moi, c'est le plus gros tueur de flow créatif. Tu es en train de chercher dans une bibliothèque au lieu de créer des trucs. Donc si tu as prévu de faire un album ou un EP, tu te crées un dossier et tu mets tes meilleurs samples. T'en prends une vingtaine, t'en prends une trentaine, et comme ça tu vas avoir tes meilleurs sons favoris sous les doigts. Et en plus, vu que tu te limites, ça va t'aider à être créatif, à réutiliser les mêmes samples de manière différente. Alors ça aussi c'est un truc qui m'a beaucoup aidé, surtout au début, c'est de faire en sorte que ton home studio démarre très rapidement. En fait, plus ton home studio met du temps à s'allumer, plus c'est compliqué, il y a des branchements à faire et tout, et plus tu vas avoir tendance à laisser passer cette opportunité. Donc moi ce que je faisais lorsque j'avais une tour de PC, c'est que je laissais le PC en veille avec le logiciel MAO allumé. Tout ça c'était branché au mur, et ensuite tout le reste du matos était branché à une prise multiprise, tu vois, avec un interrupteur. Avec juste l'appui sur un bouton, t'avais tout qui s'allumait d'un coup et j'étais prêt à créer. Et c'est ça que je t'encourage à faire, c'est de réfléchir à une solution qui fait que à un seul clic ou en 2 clics, t'as tout ton home studio qui s'allume et t'es prêt à donner vie à tes idées. Alors celle-là, qui ne l'a pas vécu? Tu sais, les grosses sessions là qui finissent à 3h, 4h du matin où t'as les yeux et les oreilles en sang tellement tu t'es acharné, et bien ça, à force, ça va t'écœurer et tu vas avoir des résultats, je sais pas si tu l'as déjà testé, mais qui sont décevants. Donc en fait, moi au fil du temps, je me suis plutôt axé sur des mini-sessions entre 30 minutes et 1h30 avec un timer comme lui là. Et ça change tout, parce que en fait, tu vois le temps qui défile, et en plus tu fais des micro-sessions, donc c'est beaucoup moins fatigant pour ton oreille, tu gardes la fraîcheur, tu prends de meilleures décisions, et donc au final, t'as de bien meilleurs résultats. Ça c'est mon astuce préférée pour ne pas se prendre la tête et ne pas perdre son argent. Parce que tu vois, si tu investis dans trop de matériel et trop de plugins, en fait ce qui va se passer c'est que ça va te ralentir. Imagine, tu vois, si tu avais 5 compresseurs et si tu avais 5 micros ou même 10 micros, tu vois, mais à chaque fois que tu dois prendre une décision, tu as le problème du choix qui va se présenter. C'est un peu comme si tu étais sur un canot de sauvetage, tu vois, et que tu devais déclencher une fusée de détresse pour appeler un avion. Si tu as juste une seule fusée, tu la prends, poum, tu tires, c'est réglé, tu vois. Mais si tu en as 5 de couleurs différentes, tu vas te dire, oh là, c'est laquelle qu'il faut que je prenne, il y a peut-être des significations différentes, et le temps que tu réfléchisses, les quelques secondes, l'avion il est passé, tu vois. Et nous en home studio, en fait, plus le temps passe, plus la motivation se perd, plus les idées se fanent, tu vois. Il faut vraiment agir vite, et il faut pas que tu sois à chaque fois en train de choisir est-ce que je prends ce compresseur ou ce compresseur, tu vois. Donc moi le conseil que je peux te donner, c'est de te limiter. Limite-toi à un seul logiciel, limite-toi à quelques pièces de matos essentielles, quelques plugins qui vont bien, tu vois, et puis boum, tu vas être du coup beaucoup plus focus sur la création et non sur lequel je dois utiliser à chaque instant, tu vois, et des questions te prend la tête pour rien.
Alors ensuite, quantifier au bon moment. Quantifier, tu vois, c'est l'action d'ajuster les notes sur la grille temporelle pour corriger un placement rythmique, tu vois. Alors ça, c'est très facile à faire de nos jours, mais utilisé de manière excessive, tu vois, ça peut donner des rythmes qui sont mécaniques et sans vie. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est de quantifier juste les quelques éléments qui marquent la fondation rythmique et ensuite ne pas le faire sur les autres. Par exemple, ici, si on regarde, tout est bien calé sur la grille, tu vois, on a bien tout quantifié, là si je quantifie, voilà, tout est bien calé sur la grille, et si tu écoutes ça en boucle, tu vas te rendre compte que ça a un côté très robotique. Alors que dans cet exemple-là, tu vois, les Charleston, les hi-hats, elles sont légèrement décalées, elles sont pas pile sur le temps. On a aussi d'autres éléments comme ici le kick, qui est pas tout à fait sur le temps non plus. Ici aussi, tout ce qui est ghost note, tout ce qui apporte un peu plus de vie, qui est pas juste poum, le beat, tu vois, qui est pas calé sur le beat, tu peux les décaler un peu plus et leur donner un côté beaucoup plus humain. Je l'avais refait écouter tout à l'heure. Et maintenant, tu obtiens un rythme solide, mais avec un côté humain. Alors ça, c'est un truc qui m'a sauvé pas mal d'enregistrements, surtout quand tu es dans un environnement home studio où tu as pas mal de bruit autour de toi, comme par exemple le ventilateur du PC, tu vois, c'est le premier bruit, moi, qui m'a tout le temps dérangé sur toutes mes prises. Eh bien, ça peut vraiment ruiner tes prises de son, donc souvent, on utilise un micro cardioïde. Ça, c'est le diagramme de la prise de son du micro, en gros, tu vois, donc tu as ton micro qui est comme ça. Il capte le son devant, il capte le son sur les côtés, mais au niveau du cul, il capte pas le son. Donc toi, tu peux te servir de ça et en tirer avantage dans ton home studio, tu vois. Le truc, c'est d'orienter le cul de ton micro, voilà, ici, là c'est le PC, c'est le ventilateur du PC, et du coup, tu vas voir que le bruit du ventilateur du PC sur ta prise son, il sera beaucoup plus diminué si tu fais comme ça. Alors ensuite, place les éléments principaux de ton morceau au centre de la stéréo. Pourquoi? Parce que si tu es dans une grande pièce par exemple et que tu as l'enceinte de gauche et l'enceinte de droite qui sont éloignées, eh bien la personne ici là, qui est à côté de l'enceinte de droite par exemple, eh bien elle va entendre que ce qui se passe sur l'enceinte de droite et pas sur l'enceinte de gauche. Si tu as mis la voix, le chant, si tu as mis des éléments importants comme je sais pas moi la grosse caisse ou la basse sur l'enceinte de gauche, eh bien elle n'entendra pas ça, et du coup elle va avoir écouté un morceau qui va être bizarre, tu vois. Donc vraiment les éléments clés, tu les places au centre de la panoramique et tu vas avoir comme ça quelque chose de plus solide et puis surtout qui va s'entendre mieux sur les éléments stéréo, peu importe les placements des enceintes. Alors de nos jours, avec l'ordinateur et tout, c'est très facile de se laisser l'option de revenir en arrière, tu sais, de faire CTRL-Z, ça c'est bien, mais en fait ça te ralentit parce que tu peux rester bloqué dans d'éternels allers-retours pour aller modifier un son, ou alors juste le fait de savoir que tu peux retourner en arrière, ça te prend de la charge mentale, tu te dis ah ouais mais ça peut-être que ça sera modifié plus tard, tu vois, alors que pas forcément, et ça te ralentit. Moi ce que je te propose c'est de te libérer de tous ces allers-retours en figeant un maximum de choses dès le départ. Par exemple, souvent lorsque j'ai des pistes en MIDI comme ça, je vais les transformer en audio. Pareil aussi pour les enregistrements de guitare, j'utilise pas des plugins guitare comme ça là, comme Guitar Rig ou Amplitude. T'enregistres ta guitare et ensuite tu mets le son de la guitare. Donc ça, c'est vraiment le piège pour retourner dessus et tout le temps bouger les paramètres là parce que ton son de guitare il est pas parfait. Moi généralement j'enregistre directement le son de guitare avec le son de l'ampli, avec le son qui est nickel, et je l'enregistre tel quel, comme ça j'ai plus à y revenir dessus. Tu vois, il y a une petite ambiance, il y a un petit son d'ampli, un petit craquement. Donc en faisant ça, tu vas t'enlever des prises de tête, tu vas t'enlever de la charge mentale, et puis tu vas tracer, parce que tu n'auras plus l'option de revenir en arrière, tu vois. C'est un peu comme l'expression brûler les bateaux, tu vois. Je sais plus en quelle année, ils arrivent sur le nouveau monde, ils brûlent les bateaux, comme ça ils n'ont plus le choix de revenir en arrière, ils sont obligés d'aller en avant. C'est un peu le même principe. Alors ici c'est un point extrêmement important, tu peux avoir d'excellents résultats avec du matos vraiment abordable, du matos de débutant, du matos de base. Investir des milliers d'euros dans du matos cher, en fait ça va te donner vraiment une amélioration qui va être marginale. Tu vois, c'est un peu comme un grand chef étoilé, tu vois, s'il venait dans ta cuisine avec tes outils, eh bien il te ferait un repas 3 étoiles. Alors que toi, si t'allais dans sa cuisine avec ses outils, tu ferais pas un repas 3 étoiles, tu vois. Donc ce qui ferait la différence entre lui et toi, c'est que lui il a l'expérience, il a la connaissance, il a le savoir-faire, tu vois. C'est pas les outils qui vont faire qui va être bon, tu vois, le gars. Donc moi le conseil qui m'a sauvé des années d'apprentissage, c'est d'investir dans la connaissance, dans le savoir-faire, plutôt que dans des super matos. D'ailleurs, selon un article du gros site Pro Audiophiles, il y a 4 niveaux d'équipement audio. Le bon marché, là c'est bon pour un usage pro avec un prix correct. Le pro, qui est légèrement meilleur que le numéro 2, et ensuite le très cher. Selon eux, et selon moi aussi, le numéro 2, ça suffit largement. C'est une config de plus de 5000 € à une config aux alentours de 1000 €, et j'ai exactement les mêmes résultats. Donc investir dans ton savoir-faire au lieu d'investir dans du matos, ça va donner de bien meilleurs résultats. C'est quelque chose qui est pérenne, parce que c'est quelque chose, la connaissance, c'est pas un truc qu'on peut t'enlever, tu vois, c'est un truc que tu vas garder à vie, et tu pourras même peut-être facturer tes compétences lorsque, je sais pas moi, tu pourras mixer pour d'autres, tu pourras arranger pour d'autres, enfin tu vois, des trucs comme ça.
Ensuite, refaire tes réglages à chaque fois, c'est un peu quand même une grosse perte de temps. Donc quand tu es content d'un son, ben, tu vas l'enregistrer et puis comme ça, dans ta bibliothèque, tu vas pouvoir le retrouver en 2 clics et tu vas pouvoir retrouver exactement le bon son qui te plaisait et que tu as taillé pendant des heures, tu vois. Alors ici maintenant on passe à la partie création et on va voir des astuces pour composer, arranger et donner vie à tes idées. Et il y a certaines astuces qui sont vraiment étonnantes, moi qui m'ont complètement changé la vie. Alors déjà, les bonnes idées, elles naissent souvent de sessions d'improvisation. Il y a un groove, il y a une manière de faire que parfois, que tu essaies de reproduire plus tard et tu n'arrives pas à le refaire, tu vois. Donc, le truc, c'est, tu enregistres tout et en fait, tu notes sur un carnet, tu vois, tu peux te noter, à 3 minutes 55, il y a une bonne idée, tu vois. Ou alors, tu peux te mettre des marqueurs, tu vois, ici, comme sur live. Comme ça, après coup, tu peux revenir sur ton improvisation et réécouter juste les passages qui sont essentiels et avoir de super bonnes idées, des graines pour tes futures compositions. Ensuite, ça c'est une idée qui est importante parce qu'on a tous des projets qui ont foiré, qui se retrouvent perdus au fin fond de notre disque dur, et pourtant il y a des pépites qui sont parfois cachées à l'intérieur. Ce que j'ai l'habitude de faire, tu vois, j'ai un dossier qui s'appelle Mes samples recyclage, et je vais voir mes anciens projets, et je récupère des choses, et je les renomme, tu vois. Tu recycles de l'ancien pour faire du neuf. Non seulement tu as des petits starters, tu vois, pour des nouveaux morceaux, mais en plus, ça te permet de relativiser les déchets, tu vois. Ça devient des idées donc, qui n'ont pas donné une musique, mais qui ont donné quand même des idées à se resservir pour la suite, donc c'était pas du travail en vain. Ensuite, comme dans n'importe quel art, c'est assez difficile de trouver ton propre style à toi. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu es la somme de toutes tes influences. On évolue par mimétisme. Quand tu étais petit, tu vois, moi j'ai pris l'accent de mes parents, par exemple, où je me suis imprégné des expressions de mes amis, des trucs comme ça, tu vois. En musique, c'est pareil. Si tu veux trouver ton style, eh bien en fait, il va falloir écouter et il va falloir t'inspirer et voler des idées à de nombreux artistes. C'est un site que j'aime bien, tu vois, il s'appelle musicmap.com. Tu rentres le nom d'un artiste. Donc moi, ici, j'ai rentré Ratatat, tu vois, il est au milieu. Et ça te donne tous les artistes qui gravitent autour, en même atmosphère, même genre, tu vois. Parce que quand je te dis d'aller piquer des idées chez les autres, c'est pas de le faire sur un seul artiste. Si tu le fais sur un seul artiste, ça va être du plagiat. Alors que si tu piques des petites idées chez plein d'artistes différents qui t'inspirent, tu vas vraiment révéler ton style parce que il y aura pas 2 personnes sur Terre qui vont aimer les mêmes artistes et qui 2 vont aimer les mêmes aspects chez ces artistes-là, tu vois. Donc, tout ce que tu vas récolter d'eux, en fait, c'est tes goûts à toi et tes goûts à toi vont façonner ta personnalité et ta manière de faire de la musique. Donc ça, c'est une astuce de composition vraiment intéressante à tester. Souvent, quand on démarre, on fait des mélodies qui sont trop complexes, qui sont pas mémorisables, qui sont pas chantables. Et donc, ici, l'astuce, c'est de te limiter à 3 notes. Par exemple, Do, Ré, Mi. Tu vois, ici, j'ai sélectionné 3 notes. Et en fait, tu vas créer une mélodie avec ça. Et de temps en temps, tu auras envie d'avoir une 4e note, la note Joker, qui sera en haut, en bas, n'importe où. Ça va t'entraîner à créer des mélodies qui n'utilisent pas énormément de notes, qui sont pas trop complexes et qui vont du coup être beaucoup plus mémorables et beaucoup plus chantables. Alors une autre astuce hyper importante quand tu as une mélodie mais que tu sens qu'elle est pas vraiment bien, tu vois, tu sens qu'elle manque de caractère, c'est la découper et puis la remettre dans une espèce de sampler. Donc par exemple ici tu vois j'ai une mélodie et ici je l'ai redécoupée cette mélodie et je l'ai mis sur un sampler. Et donc comme ça tu peux t'amuser et recréer une mélodie différente avec une mélodie qui te plaît moyen. Ça c'est une astuce que j'adore faire parce que c'est rapide et c'est hyper surprenant, c'est d'inverser les samples. Ici en fait on part d'un sample quelconque que tu as enregistré ou que tu as trouvé. Et ça on va juste inverser. Alors tu peux inverser tout le sample ou tu peux inverser juste une partie. Ça c'est une petite guitare que j'ai enregistrée. Et si j'inverse ça par exemple, voilà, ça donne des sons un peu plus exotiques, tu vois. Alors encore une fois, tu vois, trouver des mélodies, ça peut parfois être un vrai casse-tête. Donc ici, je vais te donner une astuce, c'est le générateur de mélodies. Tu vas partir d'accords. Ok, des accords, on est en Do mineur. Et on va rajouter ici plusieurs choses. On va rajouter un arpégiateur, ça va permettre d'égrener l'accord, toutes les notes une à une. Ensuite, on va rajouter un autre effet, ça va être un effet random, c'est-à-dire qu'au lieu de faire les notes de l'accord, ça va te jouer n'importe quelle note à la place de ces notes. Ok, mais là ça donne un truc un peu dissonant des fois. Et ensuite, on met un effet scale, c'est-à-dire que ça va ramener toutes ces notes qui sont pas dans la gamme, on va les ramener dans une gamme, dans la gamme de Do mineur ici. Voilà, et ensuite, tu n'as plus qu'à jouer avec, par exemple, la durée. Ici, on peut les faire jouer plus vite. Et ça va te faire des mélodies qu'ensuite tu pourras sauvegarder sur une autre piste et prendre les meilleurs bouts pour t'inspirer et créer ta propre mélodie.
Et bien souvent on utilise les accords de la tonalité, et ici on va prendre 3 accords qui sont dans la tonalité et un autre qui est un peu plus exotique, et ça donne des résultats qui sont vraiment surprenants et qui sont bien à tester. Ici par exemple on a les accords de La mineur, Sol, Do et Fa. Ok, et ici j'ai juste bougé la dernière note, une note, j'ai transformé le Fa en Fa mineur et ça donne ça. C'est un accord qui ne fait pas partie de la tonalité, Fa mineur, et pourtant, tu vois, lorsqu'il arrive, eh bien, ça donne un petit côté exotique. Dans la même idée, tu vois, tu peux faire des substitutions d'accords qu'on appelle, c'est-à-dire remplacer un accord par un autre. Et ici, l'astuce, c'est lorsque tu as un accord majeur, eh bien, si tu prends l'accord mineur qui est un demi-ton en dessous, ça va le remplacer parfaitement dans la suite d'accords. Donc j'ai la même suite d'accords, hein. Là, Sol, Do, Fa. Et bien si je viens ici, là, donc tu vois, tu prends ça, tu fais un demi-ton, un ton et demi, et cet accord-là qui est majeur, tu transformes en mineur en abaissant la tierce, et du coup, tu as... Et tu vois, ça fait une variation. Donc, je te le remets comme c'était tout à l'heure, voilà, avec le Sol, et on va écouter les deux à la suite. Donc ça, c'est avec le Sol majeur. Voilà. Et à force de l'écouter en boucle, on en a marre, donc on change le deuxième accord, et là... Voilà, ça s'appelle la substitution d'accords, c'est une variation subtile, mais ça va relancer l'écoute de l'auditeur, et ça va ajouter un petit peu d'originalité. Lorsque tu veux rajouter des percussions, des fois c'est un peu difficile à les programmer, à avoir quelque chose qui groove et tout, qui est sympa, et si tu fais un truc trop simple, ben ça donne un truc un peu trop basique. Donc ici, on va faire un truc simple, et en quelques clics, on va avoir quelque chose qui groove. Et maintenant, si je mets un delay sur ce truc-là, tu dois accrocher l'auditeur dès les premières secondes d'écoute de ton morceau, sinon après on a tendance à zapper, tu vois, il y a tellement de musique à écouter aujourd'hui. L'idée c'est de démarrer avec une accroche forte, inédite, quelque chose dans ton morceau qui ressort par rapport aux autres, tu vois, et tu vas mettre en avant dès l'introduction, tu vas donner un petit aperçu, un petit avant-goût de ce qui va se passer dans ce morceau. Du coup ça va nous accrocher et on va avoir beaucoup plus tendance à écouter le reste du morceau. Bien structurer un morceau, c'est absolument vital, tu vois, pour garder l'attention de l'auditeur et puis manipuler l'énergie de ton morceau du début à la fin. Pour ça, moi, ce que je te conseille de faire, c'est d'analyser la musique des pros, note tout par section, tu vois, tu prends le couplet, tu prends le refrain, tu prends le pont, etc. Et tu notes tout ce qui se passe, tu notes, ben là, il y a un élément qui rentre en jeu, là, il y a un élément qui part, etc., etc. Tu fais ça section par section, et c'est comme ça que tu vas en fait te créer de véritables structures qui vont te permettre ensuite de composer librement, parce qu'après, tu vas avoir une espèce de cadre, et puis ensuite, tu n'auras plus qu'à mettre tes propres idées, tes propres sonorités, tes propres inspirations à l'intérieur, et tu vas voir que c'est absolument libérateur de créer comme ça. Encore une astuce très importante, aujourd'hui, tu vois, on a beaucoup de compositions qui sont faites à base de boucles, tu vois, de boucles de 4 mesures, 8 mesures, et souvent ça tourne, et en fait, l'auditeur, il entend que c'est des boucles, et c'est juste chiant, quoi, à écouter. L'astuce, ça va être de modifier quelque chose tous les 4 ou 8 mesures. Par exemple, ici, tu vois, mes premières 8 mesures, ça sonne comme ça. Et lorsque je le répète, ça va sonner comme ça. Quand on gagne en intensité, il y a des choses qui varient, tu vois. Dans la même idée, il te faut faire la même chose aussi entre différentes parties. Pas que les 3 refrains, par exemple, soient complètement identiques. Fais en sorte qu'à chaque fois, il y a un petit peu de différence. Par exemple, ici, là, c'est mon refrain 2. Et ça, c'est mon refrain 3. Il y a des nappes de synthé en plus, il y a une espèce de sirène, des guitares en plus. Au fur et à mesure qu'on entend le refrain, à chaque fois il gagne en intensité jusqu'à la fin, l'explosion finale. Alors maintenant on va passer à la dernière partie, tout ce qui concerne le mixage et la finalisation de tes projets. Et dedans tu vas voir, il y a des astuces qui m'ont, moi, complètement changé la vie, qui ont changé la manière que j'avais de mixer et qui ont profondément changé les résultats que j'ai obtenus. Déjà une première chose, on a tendance, une fois qu'on a terminé nos projets, qu'on a bien arrangé, on a des couleurs dans tous les sens, recolore tout bien, tu vois, recolore tout avec un code couleur bien défini, par exemple le rouge pour la batterie, le vert pour les synthés, parce que comme ça te permet de t'y retrouver en un coup d'œil sans même avoir à lire le nom de la piste. Ça va te faciliter le mixage, tu vas t'y retrouver beaucoup plus facilement. Alors ensuite, ça c'est un conseil super important et qui nous est donné par Antoine de Saint-Exupéry. La perfection est atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à enlever. Ça c'est une erreur de débutant que j'ai fait beaucoup à mes débuts aussi. C'est de vouloir trop mettre de choses dans ton arrangement. En fait, tu vas avoir quelque chose qui va être lourd, qui va être confus et qui va surtout être très difficile à mixer ensuite.
En fin d'arrangement, moi ce que je te conseille de faire, c'est d'utiliser le bouton mute pour rendre muettes certaines pistes et de voir si elles ajoutent vraiment quelque chose ou pas. Si elles ajoutent plus de bordel qu'autre chose, ben il faut les dégager en fait, tout simplement. Tu vas voir que ça va clarifier l'ensemble et ça va te permettre à l'auditeur de se focaliser sur vraiment les points importants à chaque moment de ton mix. Ensuite, maîtrise la compression sidechain. Tu vois, ça c'est important lorsque tu as deux éléments qui sont sur les mêmes plages de fréquence, tu vois, comme une grosse caisse et une basse par exemple, elles vont avoir tendance à se masquer, c'est-à-dire que tu vas avoir une qui va empêcher l'autre d'être entendue correctement. Donc ici, on va utiliser une technique qui s'appelle la compression sidechain et qui consiste juste à réduire le volume d'un élément pendant qu'un autre élément joue. Par exemple, tu vois, si tu as un kick poum, qui arrive comme ça, poum, poum, eh bien à chaque fois qu'il va y avoir le kick, le compresseur va voir le kick et il va prendre la basse et faire un creux dans le volume de la basse, tu vois. Donc ça c'est le kick, ça c'est la basse, et du coup bien ton kick va beaucoup mieux passer dans le mix puisque la basse va se taire un petit peu, va s'atténuer lorsqu'il va y avoir le kick, et ça va donner une priorité au kick. Donc chaque élément va mieux trouver sa place et tu vas avoir un mix qui va gagner énormément en clarté. Souvent quand on démarre, on va avoir tendance à mettre trop d'effets inutiles et au final, l'accumulation de tous ces effets inutiles, ça va complètement détériorer ton mix. Ici, j'ai pris un exemple vraiment flagrant, mais tu vois, ici, j'ai compressé à mort le kick et ça, c'est un truc qui pourrait t'arriver, tu vois, à force de mixer, machin, tu mets tes effets, tatati tatata, et tu te rends pas compte que tu mets trop d'effets et tu l'entends plus en fait. Ok? Mais si tu enlèves la compression, tu vas te rendre compte que tu vas te rendre compte que tu avais beaucoup trop compressé et que ta compression était en train de tuer complètement ta batterie, par exemple, dans ce cas-là, tu vois. Donc prends bien soin à chaque fois que tu mets un effet d'activer, désactiver l'effet. Comme ça, tu vas voir le rendu de cet effet et ça te permettra de faire de meilleures décisions et d'avoir un mix au final qui va être beaucoup plus propre. Moi, je vois beaucoup de débutants qui font l'erreur de mixer leur projet en faisant confiance à leur mémoire. C'est pas possible, c'est un peu comme si un peintre devait dessiner ce bâtiment, tu vois, et que au lieu de le prendre comme modèle, ce bâtiment, il essayait de le faire de mémoire. Un bâtiment, il serait tout déformé. Et bien, ça va être exactement pareil avec ton mix. Il va falloir que tu aies un modèle aussi pour mixer, pour te remettre en tête les volumes relatifs de chacun des éléments par rapport à un morceau professionnel. Donc ici, toute l'astuce, ça va être de prendre un morceau professionnel, de le mettre dans ton projet et de comparer les volumes, de comparer le timbre, de comparer la stéréo, de comparer des critères comme ça avec ton mix pour prendre de meilleures décisions. Et tu vas voir que ça, c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'a changé la vie. À partir du moment où j'ai commencé à maîtriser cette technique-là, mes mix ont vraiment gagné énormément en qualité. Et tu vas voir, c'est un truc qui est absolument gratuit. T'as pas besoin d'acheter des plugins de mixage à 200-300 € et te ruiner. C'est vraiment une astuce qui va te faire gagner énormément en mixage. Alors ensuite, quand tu as des clips audio comme ça et que tu fais des découpes, je vais dessiner un petit ciseau. Ici, eh bien, il peut apparaître des clics audio indésirables comme ça quand tu écoutes, des petits trucs comme ça. Et ça, c'est dû au fait que si tu fais une découpe lorsque ton onde sonore, elle n'est pas au 0, tu vois ici, il y a le 0. Si tu fais ta découpe ici, eh bien, en numérique, lorsqu'on passe d'une valeur au 0 instantanément, ça fait un clic. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est soit tu découpes à un moment où l'onde sonore passe à 0, soit tu fais ce qu'on appelle des fade-in et des fade-out, c'est-à-dire qu'il va faire un léger montage de volume et un léger, ici, baissage de volume à la fin de ton clip. Ça permettra à ton mix de sonner plus propre et moins amateur. Alors ensuite ici, tu vois, on va parler d'automation. Tu sais, c'est ces courbes là qui te permettent d'automatiser n'importe quel paramètre et de le faire bouger tout seul au cours du temps. Ici, il va falloir utiliser plutôt des courbes d'automation plutôt que des automations qui sont linéaires parce que ça sonne pas très naturel. Ça sonnera plus naturel si tu fais des courbes comme ça ou des courbes comme ça. Je vais te montrer sur le logiciel. Donc par exemple, avec cette voix, tu vois, j'ai fait une courbe d'automation pour ouvrir un filtre pendant que la voix chante. Alors que si tu fais quelque chose d'un peu plus courbé, donc sur live, tu te mets en dessous de la courbe, tu appuies sur Alt et tu cliques et tu baisses un peu comme ça. Voilà, pour moi ça donne quelque chose de beaucoup plus naturel. On continue avec la voix, souvent si tu l'écoutes la voix en isolation, ben, t'entends bien tous les mots, tous les syllabes, il n'y a pas de problème, mais quand tu l'écoutes dans le mix, eh bien, même si tu as bien réglé le volume par rapport à tous les autres éléments, il n'y a pas de problème, même si tu as bien compressé ta voix et tout, il peut y avoir des moments où il y a certaines syllabes, ou certains mots qui se perdent quand même dans le mix, où on n'arrive pas très bien à distinguer qu'est-ce que dit le chanteur. Donc ici, le truc, ça va être de juste augmenter le volume temporairement, le temps de la syllabe en question, tu vois, on l'a ici, on l'a ici aussi, comme ça,
on entend mieux la syllabe, et tu vas voir que le faire sur toute la piste de voix, ça va vraiment augmenter la clarté générale de la voix, et ça va vraiment donner un aspect professionnel à ta voix. Alors en home studio, on a tendance à vraiment travailler en isolation. On peut parfois ressentir des blocages créatifs ou des pertes de motivation, tu vois. Donc c'est un peu comme aller à la salle de sport avec quelqu'un, tu vois. Tu vas pouvoir échanger au niveau de ta passion, de tes idées, te donner des feedbacks, des conseils, et du coup tu progresses bien mieux, bien plus vite. Donc si tu peux, trouve-toi un binôme avec qui tu vas pouvoir créer quelqu'un qui est complémentaire. Par exemple, moi je fais la guitare et je sais manipuler tout ce qui est MAO. Donc quelqu'un de complémentaire serait quelqu'un qui ferait du piano ou des percussions et qui chanterait, tu vois. Et du coup, ça va permettre de composer comme ça des trucs ensemble, de rester motivé et de se nourrir en idées et de progresser ensemble. Et tu vas voir que non seulement c'est plaisant de travailler comme ça, mais en plus tu progresses beaucoup plus vite. Souvent quand on crée, tu vois, on a des idées, on les teste, t'as des pistes qui sont inutilisées, qui sont de vieilles idées qui traînent là et qui encombrent visuellement ton mix, donc avant de mixer c'est important. Sauvegarde ton projet sous un autre nom et puis tu les dégages ces pistes. Tu vraiment, hein, tu les supprimes. Par exemple moi ici là, ces 3 pistes là qui ont été désactivées, en fait elles ne servent pas à mon projet, donc avant de mixer il faut que je les dégage, parce que sinon je vais avoir tendance à vouloir régler leur volume ou leur panoramique, mais alors ça servent à rien, tu vois, donc ça encombre visuellement et puis ça peut te perturber dans le mix. On arrive aux 3 derniers conseils qui sont hyper importants. Donc là, ton but numéro 1, c'est de finir des musiques. T'embête pas à vouloir tout faire toi-même. Moi, c'était un truc qui m'a freiné aussi à mes débuts. C'est que je voulais tout faire moi-même. Vois le truc comme si c'était un producteur qui chapeaute l'ensemble, un producteur dont le but, c'est vraiment de terminer une musique. C'est pas d'aller peaufiner le son de la guitare pour qu'il soit excellent, tu vois. C'est vraiment de terminer une musique. Donc c'est un peu, voilà, comme le chef cuistot débutant, tu vois. Il va pas faire pousser lui-même ses légumes. Il va les acheter et puis il va se concentrer sur vraiment sa valeur ajoutée à lui, qui est de transformer tout ça en un repas. Donc toi, tu vois, si tu débutes, n'aie pas peur d'utiliser des samples, des pré-réglages, des presets, des structures, des modèles. N'aie pas honte de faire ça, parce que c'est un peu comme si tu allais au marché et que tu prenais des matériaux qui sont déjà tout faits, et ta valeur ajoutée à toi, ça va être d'assembler tout ça pour en faire une musique, pour transmettre l'émotion, l'énergie et le message que tu vas faire passer à travers une musique. Tu vois, c'est ça ton taf à toi. Plus tu vas finir, plus tu vas être fier de toi et tu vas avoir un sentiment d'accomplissement, mais en plus, tu vas progresser puisque tu vas à chaque fois traverser toutes les étapes de production, la composition, l'arrangement, l'enregistrement, le mixage, etc. Tu vois, donc tu vas progresser beaucoup plus vite. Autre conseil très important, au départ, on a du mal à s'exposer à la critique, tu vois, on a peur, et puis du coup, on se coupe de feedback qui peuvent être hyper constructifs. Donc, fais écouter à tes proches tes productions finies, même si pour toi, tu considères qu'elles sont pas finies à 300%, tu vois. Tu vas recevoir des critiques constructives qui vont t'aider, qui vont te donner des idées d'amélioration, et après, tu vas avoir aussi des avis positifs qui vont donner de l'espoir et qui vont t'encourager, d'accord? Donc, vraiment, partage, mais partage dans ton cercle privé, partage au sein de toi avec des personnes de confiance. Ne va pas tout de suite sur les plateformes publiques, tu vois, parce que tu vas te retrouver confronté avec des personnes qui ont un niveau bien supérieur au tien, et là ça peut vraiment te décourager. Donc juste, voilà, tu partages à tes potes, à ta famille, à tes amis, tu vas te rendre compte que des gens qui créent de la musique, c'est étonnant, tu vois, donc ils seront très contents de te donner leur avis avec beaucoup de bienveillance. D'ailleurs, si tu veux des feedbacks, j'en propose des fois à ma newsletter, donc tu peux t'inscrire juste en dessous. Personne va te donner la médaille, personne va te dire ça y est, t'es bon, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose qui concerne tous les artistes. À quel moment tu peux dire que quelqu'un est guitariste? Pour moi, quelqu'un qui est guitariste, c'est quelqu'un qui joue régulièrement de la guitare, peu importe son niveau, tu vois. Donc si toi, tu te mets à produire de la musique de manière régulière, eh bien, tu peux te considérer comme producteur. T'as pas besoin d'attendre d'avoir atteint un certain niveau pour te dire ça y est, je suis un producteur de musique, je suis un compositeur de musique. Et ça, juste que le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose de normal, on l'a tous, on attend tous que quelqu'un nous valide et nous dise c'est bon, ça y est, maintenant t'y es arrivé, maintenant tu l'as. Maintenant tu es ceci ou tu es cela, tu vois. Mais ça marche pas comme ça en fait. Donc voilà, prends confiance en toi et surtout crée des musiques selon ton niveau. Tu peux très bien créer des musiques. Moi j'avais démarré, j'avais créé des musiques avec juste 3 guitares, tu vois. Juste 3 guitares, parce que je savais pas faire, tu sais, tous les batteries, les machins, tout ça, j'y arrivais pas. Donc j'ai juste fait une musique simple avec 3 guitares et j'étais hyper fier de moi, tu vois. Donc fais des musiques selon ton niveau et puis progresse petit à petit et voilà, tu sais. T'es un producteur à partir du moment où tu commences à créer tes premières musiques, c'est tout. Donc si t'es toujours là à ce stade de la vidéo, c'est que tu fais partie des 10% qui sont vraiment motivés à s'y mettre. Et là, je te fais un recueil de tous les astuces qui m'ont vraiment aidé à progresser dans ma pratique de la production musicale. Mais encore une fois, ces conseils ne valent que si tu les appliques, tu vois. Donc pour te simplifier la chose, juste commence par ces 3 conseils-là. 1. Protège ton instinct créatif et couche vite ton idée, tu vois, pour pas la perdre. 2. Utilise une référence pro pour mixer. Là, tu vas vraiment gagner quelque chose au niveau du mixage, tu vois. Et 3. Tu peux faire une musique pro avec des outils de base, donc arrête maintenant de chercher à gauche et à droite à
augmenter ton setup, ta configuration, tu as peut-être déjà tout ce qu'il faut pour faire des musiques vraiment abouties, donc lance-toi maintenant, tu vois. D'ailleurs, j'ai fait un article sur mon site qui montrait la réussite de gars qui ont fait leur musique en home studio et qui ont cartonné avec souvent du matos vraiment 200-300 euros et qui ont... Vraiment, c'est surprenant, tu vois. Donc, je t'invite à aller voir cet article. Si tu veux savoir choisir ton matos, le logiciel et comprendre les 4 effets de mixage principaux, tu as le kit de démarrage en home studio qui est téléchargeable gratuitement en dessous. Et moi, je te dis à la prochaine. Salut!